Bonjour, un rendez-vous un peu spécial aujourd'hui puisqu'il s'agit d'un mixte samedi première et mise au point. Autrement dit, ce que nos amis à l'écoute vont entendre aujourd'hui, ils pourront le voir demain en télévision. Avec en toile de fond, évidemment, la manifestation de demain, la marche blanche comme on l'appelle. Et pour débattre de ce mouvement, un mouvement social diront certains, surtout des parents. Des parents et des parents mis en exergue au premier chef. C'est la famille Russo et Lejeune. Et alors je vous présente nos invités. Madame Russo, bonjour. Monsieur Russo. Bonjour. Madame Louisa Lejeune. Bonjour. Et puis face à eux, peut-être, je dirais, un panel qui vient un peu en contrepoint avec José Dessart, qui est un journaliste de la RTBF. José Dessart s'occupe de l'équipe de Faits divers, de l'émission Faits divers. Et il a suivi de très près, depuis longtemps, la famille Russo. Il a fait plusieurs émissions sur leurs revendications. Et on peut dire que c'est un spectateur engagé parce qu'autant le dire, il est membre du comité Julie et Mélissa. Un sociologue, Bernard Franck, de l'UCL, à qui on demandera peut-être d'essayer d'analyser le mouvement qui est en train de se développer aujourd'hui dans notre pays. Alors Bernard Franck tentera de nous dire si c'est un mouvement durable ou s'il est éphémère. Et puis peut-être en contrepoint, léger aussi, quelqu'un qui est un peu le spectateur et aussi le gardien, parce qu'il est professeur des institutions. Il s'agit de Marc Heutendal, qui est constitutionnaliste et professeur à l'ULB. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, pour vous interroger, à mes côtés, Daniel Pétré, présent depuis longtemps, il y a une chose peut-être qui frappe et qui est dans l'actualité toute chaude, si j'ose dire, puisqu'on parle aujourd'hui samedi, dans le cadre de samedi première, pour les parents en tout cas, c'est votre table ronde hier et le discours du roi. Alors, comment est-ce que vous avez perçu ce phénomène? Quelle réflexion est-ce que cela suscite chez vous? Cette intervention du roi qui était assez ferme, qui a dit tout ce qui n'allait pas finalement. Qui veut répondre? Gilles Russo. Je vais répondre. C'est encore une fois, c'est très bien que le roi prenne position. Je crois qu'il l'a fait comme tous les hommes politiques, comme tous les intervenants de ce moment. C'est-à-dire qu'il a fait une analyse de tout ce qui s'est passé. Il a recueilli des témoignages de tous les parents. Et puis voilà, il a exposé l'analyse de ce qu'il a recueilli. Je trouve que c'est très bien que le roi, finalement, se mette de notre côté, en faisant la même analyse que nous. Est-ce que vous avez le sentiment, ce qu'on imagine, votre sentiment, c'est de dire c'est très bien, mais c'est peut-être un peu tard? Ben oui, tout à fait. Mais enfin, peut-être que pour les autres, c'est pas trop tard. Pour nous, c'est un peu tard, mais c'est pas parce qu'il est tard pour nous qu'on doit laisser tomber les autres enfants et laisser continuer ce dysfonctionnement qui coûte la vie à certains enfants et qui cause le malheur de plusieurs citoyens en Belgique. Et est-ce que vous avez été étonné par ce qui s'est passé hier, ou bien est-ce que finalement, étant donné vos contacts privilégiés maintenant avec les sphères de décision, vous vous y attendiez un petit peu? Oui, c'était bien sûr qu'on s'y attendait. C'était assez pénible pour nous cette réunion parce que nous sommes impliqués dans beaucoup de choses. Bien que je trouve cette initiative très positive, mais je veux dire, nous parler des victimes en général, d'écouter tous ces soi-disant spécialistes dans un discours assez plat, ça nous fatigue, quoi. Ça a duré quand même 4 heures. On est impliqué on essaye d'organiser cette marche le mieux possible. On est sollicité par tous les journalistes, pratiquement d'Europe pour l'instant. On est sollicité par tous les citoyens, toutes les associations. Enfin, on est vraiment sollicité de tous les côtés. Je vais dire que la réunion pour nous a été, enfin en tout cas pour moi personnellement, a été
pénible dans le sens où écouter pendant 4 heures, parce que j'ai fait très peu d'interventions, puisqu'on était là plus pour écouter que pour intervenir. Enfin, moi, Vous avez personnellement. quand même en télévision, vous preniez des notes, vous aviez des papiers. Oui, je dessine souvent, moi, quand je suis... vous dessinez? Oui, je ne prends pas des notes. Bon, peut-être que les maires ont eu des réactions différentes, Madame Russo. Non, pas vraiment. J'ai eu les mêmes réactions que mon mari. Donc nous étions 70 familles, 70 personnes de familles d'enfants victimes face à une dizaine d'experts, le roi, la reine et Monsieur de Clercq. Une fois que tous ces experts et Monsieur de Clercq et le roi aient fait leur intervention, il restait finalement très peu de temps d'intervention pour les familles des victimes. Certaines n'ont pas eu un moment pour pouvoir s'exprimer. Et en fait, ceux à qui on demande toujours de s'exprimer restent toujours les familles médiatisées. Or, il y a je trouve assez désolant que... Vous n'allez pas vous en plaindre, parce que vous l'êtes parmi des familles privilégiées, médiatisées en tout cas. Non, nous n'avons pas à nous en plaindre, mais c'est quand même une charge assez lourde d'être le porte-parole de toutes ces familles à qui on ne donne jamais la parole et qui ont des histoires très graves aussi à exprimer, à raconter, et peut-être différentes. Louisa Lejeune, la manière dont vous avez vécu cette séance hier au Palais Royal. Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, je veux dire, ce sont surtout les experts qui ont pris la parole. Et bon, quand il l'avait déjà pour un petit temps. Nous avons pu nous exprimer. On nous donnait la parole si on voulait, mais enfin, nous étions si nombreux, effectivement, en tant que famille, que toutes les familles n'ont pas eu droit à... Enfin, elles pouvaient, mais tout le monde n'a pas pris la parole, je vais dire. Est-ce que vous avez eu le sentiment, à un moment donné, que vous étiez un peu récupéré par le système, Monsieur Rousseau? Mais c'est indéniable. Oui, c'est sûr qu'on est récupéré, puisque bon, il y avait, je pense, 40 familles, enfin pas 40 familles, mais 40, je vais dire, parents victimes. Bon, lorsque cette réunion, cette table ronde a été terminée, on est venu rechercher les Russo, les Lejeune, la famille d'Oupna, la famille de Marshall et la famille... Des Fieux, c'est ça, pour venir faire le petit commentaire devant les caméras, quoi. On aurait pu peut-être choisir d'autres familles, peut-être pour montrer aussi qu'elles étaient là. Voilà, bon, donc là, il y a un genre de récupération dans le sens où, voilà, on est obligé de se mettre à côté de... On est un petit peu manipulé, on se retrouve à côté de Monsieur de Clercq et toutes les caméras, et puis c'est très bien pour le CVP, pour le ministre de la Justice, c'est très bien pour le roi. Enfin, c'est très bien pour tout le monde, mais ça reste au stade de parole. Pour nous, c'est encore une réunion en plus, quoi. Voilà, c'est tout. C'est cela. On reviendra par la suite, évidemment, sur ce que vous voulez et la manière dont vous voulez voir évoluer les choses, mais peut-être un commentaire de Marc Uytendal, qui est constitutionnaliste, je le disais, professeur à l'ULB. L'initiative d'hier est quand même un peu exceptionnelle en Belgique. Oui, elle est exceptionnelle, mais la situation est exceptionnelle. Je crois qu'on ne peut pas le contester. Ce qui est important ici, c'est que le roi intervient et le roi se doit, en tant que chef de l'État, d'intervenir dans des situations qui sont des situations d'exception. Mais il faut éviter, je crois que c'est un des vrais dangers qu'on rencontre pour le moment, c'est de dissocier le roi de l'ensemble du gouvernement. Et M. Rousseau vient de le dire, M. de Clercq était là. Donc, quand le roi agit, il porte symboliquement l'État, mais il est là... avec un ministre, et c'est ce ministre qui est responsable de ce qui se fait. Donc je crois qu'il importe aujourd'hui que tout le monde soit très conscient du fait que le roi n'agit pas seul et n'agit pas en rupture avec le gouvernement. On peut être d'accord ou ne pas d'accord avec ce qui se fait, ou avec les initiatives qui sont prises, mais il n'y a pas de dissociation entre le roi d'une part, le ministre de la Justice et l'ensemble du gouvernement d'autre part. Mais est-ce que vous avez le sentiment que finalement le gouvernement, ça l'arrangeait bien que ce soit un personnage charismatique, on y reviendra tout à l'heure avec les sociologues, mais un personnage charismatique qui est le monarque, le roi des Belges, qui prenne l'initiative plutôt que le gouvernement? Parce que si le roi prend l'initiative, ça marche. Si c'est le gouvernement, ça marchera sans doute un peu moins bien. Mais écoutez, je crois qu'aujourd'hui, il suffit de regarder ce qui se passe dans ce pays depuis plusieurs semaines. Le monde politique, le monde judiciaire, les responsables au sens large sont extrêmement démunis et ne parviennent plus à trouver un discours qui passe réellement bien.
Et donc, le roi est peut-être le dernier rempart du discours public. Maintenant, et j'entendais M. Rousseau il y a un instant, je crois qu'en effet, ce n'est pas les discours qui vont faire la différence. C'est ce qui va se passer demain, c'est les actes qui sont posés, c'est les réformes qui seront développées. Et je crois qu'il faudra très vite passer du stade des discours, du stade des tables rondes, du stade des réflexions, à des actes concrets, à des décisions concrètes, à des changements profonds. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe dépasse aussi les faits premiers, aussi horribles soient-ils, qui en sont à l'origine. Il y a un malaise gigantesque qui transparaît, et ce malaise gigantesque fait que, et on l'entendait il y a un instant, que toute une population qui était très muette et finalement très discrète éprouve le besoin de parler et fait part d'une frustration qui est très profonde. Et je crois qu'il faudra calmement essayer d'analyser très vite les causes de cette frustration, mais poser des actes. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus que le concret qui compte. Et Patrick. Oui, au fond, la question, mesdames, monsieur Rousseau, c'est peut-être de savoir ce que vous voulez exactement, ou ce que ce mouvement qui est parti de cette affaire terrible veut exactement, et peut-être aussi ce qu'il ne veut pas. Alors, on peut déjà noter ce que vous avez obtenu. Le roi s'est exprimé, on vient d'en parler. Il y a eu une séance solennelle au Parlement où, visiblement, le problème a été posé, en tout cas. Il y a eu une enquête sur l'enquête, je vous accorde qu'elle est relativement décevante, puisque ça ressemblait fort à une partie de ping-pong entre un certain nombre d'institutions. Et puis, il y a la commission parlementaire d'enquête. On mettra l'affaire Conrad sur le côté, si vous voulez bien, c'est un peu plus spécifique. Il y a une commission parlementaire d'enquête, et en principe, cette commission parlementaire d'enquête, maintenant, va commencer ses travaux de manière à identifier les dysfonctionnements qui ont eu lieu pendant l'enquête et qui ont probablement conduit à la situation tragique que l'on sait. Alors, qu'est-ce que vous voulez en plus? Êtes-vous satisfait de cela? Qu'est-ce que vous demandez maintenant? Comme je l'ai dit tantôt, tout ça reste au stade de parole. Pour le moment, on connaît aucun responsable, finalement. On a arrêté Dutroux, on a arrêté Nioul, mais il y a une confusion totale, il y a comment dirais-je, moi, une cacophonie, enfin, il y a même plus de qualificatif. On arrive. Ce qu'on veut, c'est une clarté dans ce qui s'est passé. Mais apparemment, ici, dans tous les rapports qu'il y a, que ce soit du comité épée, que ce soit de la magistrature, que ce soit de la gendarmerie, tout est contradictoire. On dirait qu'on a vécu 52 enquêtes, alors qu'ils avaient tous tout dans les mains, pratiquement les jours qui suivaient la disparition de Julie et Mélissa. Ils avaient déjà le nom de Dutroux, ils avaient un tas de rapports. C'était vraiment comment dirais-je, la personne, le suspect, voilà, le suspect, c'est suspect. Le suspect numéro 1 potentiel avec un tas de preuves, et puis on s'aperçoit qu'il faut que l'enquête arrive à Neuchâtel pour qu'on retombe sur monsieur Dutroux. Alors à partir du moment où on n'a toujours aucune responsabilité dans cette enquête, pour nous, on n'est nulle part. Il faut commencer par le début, c'est-à-dire retrouver toutes les responsabilités. Et une fois qu'on aura les responsabilités, il y aura les sanctions. Et à partir de là, on sera un peu soulagé. Oui, mais peut-être la force de votre discours aujourd'hui, c'est que il corrobore ce que vous annonciez depuis le début. Je veux dire, vous avez eu toute une action. Et peut-être que José Dessart, qui a suivi ça de très près à travers différents magazines de faits divers, pourrait témoigner de cela. José. De cette évolution, de cette prise de conscience de toute une population à laquelle nous assistons aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a eu un moment, c'est à ce moment-là que je suis intervenu à titre beaucoup plus personnel auprès des parents. Il y a eu un moment au mois de janvier 96 où il était considéré comme presque anormal que des parents se posent encore la question de savoir ce qu'était devenu leur fille. Il faut bien se remémorer cela. Il y a eu un moment où les enquêteurs étaient démobilisés, ils allaient sur d'autres enquêtes, les parents étaient complètement désemparés. Et moi, comme journaliste, ma question principale, c'est de me poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? C'est-à-dire, il y a une prise de conscience à faire. Déjà, dans toutes nos démarches à propos des faits divers, nous constations une situation tout à fait particulière des victimes, qui devaient être en plus coupables d'être victimes. Dans les relations que nous avons pu observer entre les parents et la justice, qu'il faut considérer comme un pouvoir, presque comme une citadelle, il y avait en plus le fait que les parents étaient complètement infantilisés. Et en plus, on leur avait retiré toute
toute responsabilité sur leurs enfants. Ils n'étaient plus des parents pour la justice. Ils étaient des justiciables comme d'autres. Mais eux, ils avaient ce lien affectif profond avec leur fille. Il leur fallait savoir ce qui se passait. Ils devaient avoir des informations pour savoir si tout ce qu'ils pensaient qui devait être fait était fait. Donc, c'est la situation dans laquelle les parents se sont retrouvés en janvier 1996. Là, nous avons à plusieurs lancé un appel auprès pas des autorités, auprès des leaders d'opinion, auprès de professeurs d'université, auprès de parlementaires, auprès de journalistes, auprès d'artistes, etc., pour qu'on vienne en témoigner que l'effort des parents pour obtenir des informations, pour dire que leur fille était toujours vivante, que cette attitude des parents était fondée, était légitime. Et c'est en cela que, c'est à ce moment-là qu'est né le comité de soutien, qui n'est pas du tout un groupe d'anarchistes ni de contestataires. Il est fait, je tiens à le dire, parce que ça, il faut être très précis, au départ, il était composé de tous ceux que je viens de vous citer, mais de parlementaires très précis, Anne-Marie Lizin, Philippe Monfils, Pierrette Cahet, Jacqueline Herzet sont venus nous rejoindre. Maintenant, nous comptons dans le comité de soutien un haut magistrat, M. Poncelet. Donc c'est un groupe de réflexion qui s'est mis en marche autour des parents pour les aider à, disons, surtout être leur propre porte-parole, parce que le comité de soutien n'a jamais voulu prendre la parole à la place des parents, mais a toujours voulu témoigner que leur démarche était fondée et pouvait aboutir à des résultats. C'était attirer l'attention finalement du pouvoir judiciaire, Marc Uttendal. Et hier, le roi finalement l'a reconnu en disant que il y avait une forme d'inhumanité dans la manière d'avoir une relation avec les victimes. Mais assurément, c'est certainement un des plus grands enseignements de ce qui se passe pour le moment. Il n'en demeure pas moins que je crois qu'il faut éviter aussi de jeter le bébé avec l'eau du bain, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que le système judiciaire a des lacunes gravissimes, et ici, on est au cœur de ce qui est absolument inadmissible. Mais il faut éviter, et je ne me lasse pas de le dire, parce que là, je crois qu'il y a un enjeu qui est extrêmement important. Ça ne veut pas dire que tous les magistrats de ce pays sont incompétents. Ça ne veut pas dire que le système judiciaire fonctionne toujours mal. Il faut garder le sens des nuances, c'est-à-dire qu'il faut mettre le fer dans la plaie là où il y a eu des dysfonctionnements qui sont horribles et criants. Mais il faut aussi avoir conscience du danger qu'il y aurait à démotiver tout à fait le monde judiciaire, à l'isoler totalement de la société, de la société civile. Moi, c'est vrai que c'est mon métier, je le fais honorablement, et je sais que nombre d'avocats, nombre de magistrats le font honorablement et courageusement tous les jours. Il serait très très dangereux. Et moi, je sens aussi l'inquiétude, l'angoisse de ce milieu, qui aujourd'hui a le sentiment qu'il y a d'une part une société, les hommes de cœur, et puis d'autre part cette sorte de catégorie inhumaine et déshumanisée de la société qui serait l'ensemble du monde judiciaire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une raison pour fermer les yeux sur ce qui est horrible, sur ce qui s'est passé. Ce n'est pas une raison pour aller à l'essentiel et remédier le plus rapidement possible. Et je répète concrètement on a quand même invité un peu moins d'arrogance et plus d'humilité. Je crois que c'est le mot, l'humilité. Mais je crois que le juriste, quel qu'il soit et dans quelque fonction qu'il est la sienne, que ce soit le magistrat ou quel que soit l'avocat, se doit d'abord d'être humble. Et nous ne sommes jamais que des êtres humains, avec nos failles, nos erreurs, nos faiblesses souvent, mais aussi, souvent aussi, notre bonne volonté et parfois aussi notre courage. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut concevoir le monde judiciaire. Parce que les problèmes, ça a été à la fois sans doute, et j'espère que les enquêtes révéleront très vite ce qu'il en est, des hommes ou des femmes qui ont failli, mais c'est aussi la faillite de certaines structures, et c'est aussi un manque flagrant de moyens parfois. Donc tout ça constitue un ensemble, et il faut éviter, je crois, toute caricature aujourd'hui. Gilles Russo, on en revient à cette marche blanche de demain, avec cette volonté, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est un peu ça la question qu'on se pose. Et surtout, peut-être, qu'est-ce que vous ne voulez pas ? Parce que, visiblement, autour de cette marche, il y a un certain nombre de choses qui se sont dites, il y a un certain nombre de choses qui se sont faites. On a l'image dans l'œil de M. Marchal appelant au calme sur les marches du palais de justice de Hasselt, bombardé de tomates, et ce qui est peut-être un peu plus grave, de cailloux, des choses comme ça. Et il y a visiblement, M. Franck en parlera sans doute tout à l'heure, pour un mouvement tel que celui-là, qui est extraordinairement spontané, je ne crois pas qu'on en ait connu de pareil depuis la guerre au moins, il y a visiblement quelque part des gens qui auront des tentatives de récupération, qu'elles soient politiciennes ou autres. Alors justement, qu'est-ce que vous ne voulez pas et qu'est-ce que vous n'accepterez pas ?
C'est encore moi qui dois parler. Gilles Russo. C'est toujours moi qui prends la parole. Mais est-ce qu'on ne veut pas justement, c'est éviter des récupérations politiques ou de tout autre organisme idéologique. Ici, c'est une marche. Bon, on a pris la couleur blanche, c'est vrai, on parle de blanc. Bon, c'est parce qu'elle, justement, elle ne représente aucun parti politique et aucune institution idéologique ou tout ce qu'on veut. Donc le blanc est très symbolique aussi par rapport à la pureté, à l'innocence et aussi quelque part aussi à l'espoir. Donc c'était un petit peu pour canaliser aussi toutes ces personnes qui nous téléphonent et tout ce monde qui disent on veut vous aider. Mais on voulait aussi leur proposer de faire une marche silencieuse. Quand je dis silencieuse, ce ne sera pas un enterrement. Hein. Quoique un enterrement, c'est une phase. Donc c'est un renouveau aussi. Hein. Quand il y a un enterrement, ça veut dire qu'on passe une phase qui a de renouveau. Mais il y aura une petite musique, on fera un petit discours pour de nouveau peut-être refaire appel au calme. Et je sais pas. Est-ce que au-delà de l'espérance que vous venez de dire, est-ce qu'il y aura une volonté d'aller plus loin, d'avoir une suite, qui est une suite, je dirais, à demain dimanche, la marche blanche? Oui, on espère bien que s'il y a du monde à cette marche, si cette marche est représentative de souhaits de la population, donc il ne serait plus seulement uniquement notre souhait à nous de voir la priorité remise à l'enfance à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau dans le social, dans le judiciaire, à tous les niveaux. Il y a des choses qui sont de notre part, nous parents, ici il y aurait une population qui montrerait qu'elle aussi veut que de nouvelles priorités soient accordées aux enfants. Mais il y a des choses qui sont passées, si j'ose dire, à côté de vous, parallèlement à vous, en marge de ce mouvement. C'est par exemple une pétition qui a recueilli plus de 2 millions de signatures sur les peines incompressibles. Et à un moment donné, M. Russo, vous dites, mais nous on n'a jamais demandé ça, c'est pas nous. Est-ce que le risque, c'est qu'il n'y ait pas toute une série de choses qui tournent autour de ce mouvement? Est-ce que tout le monde pense la même chose dans ce mouvement? Vous allez me dire, vous ne le savez pas plus que moi, parce que tout ça est extrêmement spontané. Mais par rapport à cette pétition, il faut dire que je pense que c'est une pétition qui gravitait depuis quelques mois. Donc c'est après la découverte des corps de Julie et Mélissa à Neefje. Je crois que si on aurait fait une pétition en disant tout le monde va acheter une 2 chevaux, parce que c'est Julie et Mélissa, je crois que tout le monde l'aurait signé aussi. C'est un peu ça, cette pétition. On aurait pu marquer n'importe quoi sur cette pétition. N'importe quelle pétition aurait passé à partir du moment où c'est sur les noms Julie et Mélissa. Alors là, c'est le moment de faire intervenir Bernard Franck, le sociologue qui attend depuis un moment. Mais je trouvais que c'était peut-être intéressant, Bernard Franck, de vous faire attendre et de vous faire entendre, parce qu'on a eu le sentiment, comme le disait M. Russo, à un moment donné, c'était un moment d'émotion. À peu près tout le monde était prêt à signer un message de sympathie, quel que soit le libellé qui avait au-dessus. À la limite, on ne regardait pas trop. Mais aujourd'hui, ça s'amplifie, le mouvement. Aujourd'hui, il y a des mouvements spontanés, des mouvements de grève, etc. Et c'est pas seulement, ça tient pas seulement à un arrêt de la Cour de cassation. Alors comment vous, le sociologue, analysez-vous ce phénomène? Je vais vous dire quand ça commence. C'est quand on vous a vu au journal télévisé, en sortant, vous aviez rencontré la juge qui s'occupait de votre affaire. Et vous avez dit, elle n'a rien compris, elle ne veut rien comprendre. Ce jour-là, ça a vraiment démarré. Et vous savez sur quoi ça a démarré? Parce que tout le monde s'est rendu compte qu'on était dans une situation absolument épouvantable, où les citoyens étaient méprisés, où il y avait préjudice, mais pas au sens judiciaire du terme, préjudice au sens de « je cherche réparation par rapport au malheur qui m'a frappé ». Et là, vous avez le début de ce qui est aujourd'hui le mouvement et qu'on va trouver demain dans la rue, quoi, hein, et qui va s'exprimer, je pense, avec calme. Je pense que ce mouvement va être marqué par un très grand calme. Parce que les gens se sentent très responsables. Parce que ce qui est votre force et votre grande faiblesse, c'est que vous êtes authentique. C'est que vous êtes authentique. Hein, et que, évidemment, vous vous trouvez tiraillé à hu et à dia, hein, parce qu'évidemment, il y a, dans un mouvement social qui se met en place, hein, et qui Vous voulez dire qu'ils ont beaucoup de conseillers?
Mais peu importe, quand Ils sont parlent, sollicités par tout le monde. Il n'y a personne qui leur souffle ce qu'ils doivent dire. Non, mais On bien, est je veux là, dire, au mais niveau il y a beaucoup de théâtral. personnes qui interviennent. Beaucoup de personnes, et dont notamment nous, par exemple, hein, pour dire, ben voilà, comment nous voyons les choses. Bon, mais il y a au creux de ce mouvement, il faut parler de creux, parce que il est en train de se constituer, de s'affermir, de voir un peu où il veut aller. Et l'image de la blancheur dit, nous sortons du système politique tel qu'il est actuellement dans son fonctionnement, dans ses dysfonctionnements. On pourrait dire beaucoup de choses sur cette affaire de dysfonctionnement. Je crains fort, comme sociologue, que malheureusement le système ne fonctionne comme ça. Et du passage des examens à l'université, du passage des examens à l'université jusqu'à l'instruction des dossiers de mon petit voisin qui s'est fait voler sa mobilette, il faut que j'intervienne pour aller à la gendarmerie avec lui, pour qu'on l'écoute, quoi. Oui, monsieur, vous voulez dire en quelque sorte que cette manifestation, en tout cas ce mouvement qui dure depuis une semaine, c'est un peu une manière de monsieur tout le monde de dire à toutes les institutions, la justice, le Parlement, les syndicats aussi qui ont été complètement débordés lorsqu'ils ont voulu atténuer ou canaliser le mouvement, vous vous fichez de nous et on va vous le dire une bonne fois pour toutes très calmement. Ça n'est pas vous vous fichez de nous, ça va bien au-delà. Rendez-vous notre dignité. Oui. Arrêtez d'avoir du mépris pour nous. Reconnaissez qu'il y a là une revendication authentique. Alors, vous utilisez beaucoup le mot de citoyen. Moi, je suis enchanté que vous utilisiez ce mot de citoyen parce qu'il avait complètement disparu de notre vocabulaire ici en Belgique. C'est un mouvement de citoyens et qui se place et au niveau social. Alors, vous allez avoir dans la manifestation dimanche des gens qui vont gueuler parce que la justice de classe, il y en a marre, on écrase les petits. Vous aurez ça. Mais vous aurez une autre composante qui est bien plus importante, qui est beaucoup plus vraie que la dénonciation de la justice de classe. C'est que les gens disent « nous sommes des gens, des individus et nous faisons savoir à la nation, le roi, aux parlementaires, aux hommes qui sont élus et aux femmes qui sont élues, qui sont responsables, nous leur faisons savoir qu'il faut que ça change. Et c'est ça la force de ce mouvement. C'est que plus jamais... Dans les années qui viennent, il ne s'en a rien d'éphémère, ce mouvement. Plus jamais les choses poser la question, justement. Est-ce que c'est durable ou est-ce que, à la limite, cruellement dit, la manifestation dimanche ne va pas être l'apogée d'un flux et puis qu'après, il y aura le reflux? Je ne le pense pas. C'est difficile d'être prophète sur ces affaires-là. Non, mais vous êtes sociologue, pas prophète. Il y a des composantes multiples dans ce mouvement. Mais par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à l'accumulation depuis les tueurs du Brabant wallon, il y a une cristallisation très forte qui fait que les citoyens de ce pays ne veulent plus que les hommes politiques se livrent à cette guerre à outrance, que moi j'ai appelé, en d'autres lieux, une guerre civile, entre eux, pour savoir quel avenir on va faire à ce pays. Il y a des choses beaucoup plus importantes que 1999 pour savoir si Bruxelles ou la Wallonie va devenir française. Et ce sont les questions qu'ils posent et que les citoyens s'identifient de manière très forte à ces questions-là. C'est ça qui fait la force du mouvement. C'est ça qui lui donnera son calme et sa dignité dimanche. Marc Uitendaal, vous vouliez peut-être réagir ou bien embrayer, je ne sais pas. Pas du tout, exactement dans la perspective que vient de tracer M. Franck. Je crois que c'est la première fois que la frontière linguistique, le mur qui existait dans ce pays éclate en mille morceaux. C'est-à-dire que plus personne n'y pense et plus personne n'en parle, et c'est sans doute une très bonne chose comme cela. Je crois aussi que ce n'est pas un mouvement éphémère. Je crois que ça traduit cette sorte de maladie et de toutes les démocraties, parce que ça apparaît de manière explosive en Belgique, mais je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près dans toutes les démocraties européennes, qui est ce fossé, ce divorce qui existe entre les responsables publics au sens le plus large du terme et les citoyens. Et quand j'entends monsieur et madame Rousseau, madame Lejeune, je me dis que le plus difficile, au-delà des actes à poser, je parlais des actes, des réformes, tout ça, c'est techniquement possible. À la limite, les responsables publics sont équipés pour faire ça et avec un peu d'intelligence et de bonne volonté, ils y arriveront. Mais il y a quelque chose de plus difficile à retrouver. C'est recréer, c'est restaurer, reconstruire un dialogue, une capacité de parler et que le responsable public puisse avoir l'air humain et crédible. Et là,
il y a du travail, il y a énormément de travail, et je crois que le plus difficile, c'est cela. Parce qu'il y a une méfiance à partir d'une affaire donnée, mais aujourd'hui, on se rend compte que ça va bien au-delà, une méfiance naturelle, atavique, une sorte de réflexe généralisé de méfiance à l'égard de tout discours, de tout responsable public. Et c'est ça que ça traduit ici. Je crois que si aujourd'hui, et M. Rousseau le disait tout à l'heure, il y a un intérêt de l'étranger qui est énorme pour la Belgique, c'est parce que, peut-être dans une sorte de laboratoire bizarre qu'est ce pays, subitement, on voit sous la loupe ce que peut être la faille de toutes les démocraties occidentales. Vous avez ça? Je voudrais demander à Marc Uytendal, parce que nous, en tant que membre du comité de soutien des parents de Julie Mélissa, nous procédons essentiellement par question, savoir, je pense que le monde du pouvoir en Belgique est confronté à un paradoxe ou un dilemme. Le véritable problème qu'ont connu les parents pendant 14 mois, c'était cette citadelle de la justice qui exerçait son pouvoir avec un certain mépris, faut-il le dire. Mais le problème, c'est de savoir comment préserver l'indépendance nécessaire démocratiquement de la justice, tout en lui demandant de rendre des comptes. On sait que la magistrature assise, lorsqu'elle donne des jugements, elle est obligée de les motiver. En ce qui concerne un certain nombre de décisions dans la magistrature debout, il y a des personnes individuellement qui n'ont de compte à rendre à personne. Et là, je pense qu'il y a un problème de confiance. On se trouve devant un rideau. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'a frappé lorsque Gino a été intervenu dans un des premiers débats après le 17 août, c'est vis-à-vis d'un magistrat, vous êtes Dieu. C'est-à-dire il faut vous croire. Comment arriver à percer cette opacité que maintenant on nous dit c'est la confiance qui doit être restaurée. Je ne pense pas que ce soit le mot confiance, je préfère votre mot dialogue, mais comment restaurer la transparence vis-à-vis d'un pouvoir qui est un des piliers de la démocratie et qui s'est fermé sur lui-même, on le sent très bien, qui n'a de compte à rendre qu'à lui-même. Et si vous permettez, Marc Uytendal, une petite ajoute, c'est que les juges debout, les juges debout dont parlait José Dessart par rapport à la magistrature assise, c'est le parquet, donc ce sont des fonctionnaires, ce ne sont pas des juges de fond, ce sont entre guillemets des fonctionnaires en quelque sorte. En tout cas, ce ne sont pas des juges du fond. Ce sont des magistrats qui font partie du judiciaire. Mais ils ne sont pas membres du pouvoir judiciaire, ils dépendent du ministère de la Justice et du parquet en tout cas. Avec 1000 nuances, je ne suis pas sûr que le jour soit venu de faire de l'analyse juridique. En deux mots quand même, pour éviter les confusions, pas tout à fait le parquet peut se voir contraindre par le ministre de la Justice à poursuivre. Le ministre de la Justice ne peut jamais lui interdire de poursuivre. C'est en ça que la Belgique est plutôt en avant par rapport à d'autres pays comme la France. Mais au-delà de ça, je voudrais répondre à la question de M. Dessart. Il y a là un évident problème. C'est que l'indépendance est en principe une garantie, et puis à un moment donné, quand l'indépendance dérape, ça devient la pire des scléroses. Et c'est là qu'il faut trouver des équilibres, et très sincèrement, je trouve que ce n'est pas facile. Moi, j'ai l'impression, et c'est ce que je m'efforce humblement, et sans certainement y arriver, la première partie de ce débat, on est certainement un témoignage. Je m'efforce à essayer de casser ces petites choses, ces petits détails qui créent les malentendus permanents. Un exemple, c'est le jargon. C'est qu'il y a un langage juridique et chaque profession a les siennes. C'est vrai, aller voir un médecin qui vous explique ce que vous avez, 9 fois sur 10, vous en sortez sans comprendre. On a la même maladie. Il y a le décorum aussi. Oui, le décorum a ses avantages et inconvénients. Le décorum peut avoir quelque chose d'oppressant, mais le décorum est très égalitaire aussi. C'est-à-dire que c'est un peu la toge de l'avocat ou du magistrat, c'est un peu un bleu de travail aussi, avec un grand avantage. Ça cache exactement. Mais pour moi, on peut faire sauter le décorum demain, je m'en porterai pas plus mal. Mais je crois que c'est d'abord une question de verbalité, de dialogue, de langage. Nombre de juristes qui s'énervent quand un journaliste dit jugement ou à la place d'arrêt. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Le problème n'est pas là. Et on doit essayer de ramener... et c'est le degré numéro 1. Après, il y a tous les problèmes. Hein. Je ne veux pas non plus présenter un arbre qui cache la forêt. Mais il faut d'abord essayer de parler la même langue. Et nous avons tous le défaut, juristes, d'être entrés dans une sorte de sphère qui passait très très bien au XIXe siècle et qui ne passe plus dans une démocratie moderne. Et je crois que c'est le premier effort de transparence, c'est parler la même langue, être compris et ramener l'organisation de la justice à quelque chose qui est intelligible pour chaque citoyen. Le jour où on aura fait ça, il y a déjà toute une série de malentendus qui ne seront plus possibles parce que le dialogue se restaurera et que là où on ne se comprend pas, il y aura des espaces qui s'ouvriront. Mais c'est un détail et c'est pas ce midi qu'on va tout résoudre. Mais vous me demandez comment on peut concilier l'indépendance et le contrôle.
la meilleure manière de la restaurer, c'est d'abord que l'indépendance soit utilisée de manière intelligible pour tout le monde. Parce qu'à ce moment-là, elle est contrôlable par celui qui en est l'utilisateur. Étant que moi, je devrais traduire... classe un dossier sans suite, est-ce qu'il a des comptes à rendre à quelqu'un? Et est-ce qu'on peut organiser une décision plus collégiale? Est-ce qu'on peut organiser la motivation de ce classement sans suite? Vous avez des mécanismes juridiques qui permettent... Le parquet classe sans suite, la victime peut citer directement devant le tribunal correctionnel. On rentre dans la procédure, bien sûr, ça, et que vous êtes simple ouvrier ou vous êtes au CPAS et que vous devez commencer à payer un avocat que vous traîne dans de l'administratif pendant des mois, voire des années. Comment voulez-vous que ces personnes qui sont... puisqu'il y a de plus en plus de pauvreté, comment voulez-vous que ces personnes aboutissent à ce qu'ils demandent? Non, ils s'étouffent tout seuls. Ils sont tout doucement étouffés par tout ce système. Il y a même énormément de personnes qui ne portent même plus plainte quand elles subissent des préjudices maintenant. Parce qu'elles se disent que ça ne c'est trop servira à cher, rien. mais c'est voilà, évident. exactement. Et que les mécanismes d'assistance judiciaire sont largement insuffisants et posent des problèmes dans le milieu du barreau aussi, parce que vous avez un certain nombre de stagiaires qui font de l'assistance judiciaire, qui eux-mêmes sont extraordinairement mal payés, ne sont parfois pas mieux payés que ceux pour qui ils travaillent. Donc il y a un vrai problème public de financement de la justice. C'est certain. Moi, je pense que par rapport à la méfiance, on est bien au-delà. On est vraiment largement... le mouvement, il est en avance par rapport à cet élément de méfiance. Parce que je pense que vous ne contestez d'aucune manière le fait que nous vivons dans un état de droit. Mais que la manière dont les choses se mettent en place font que personne ne s'y retrouve dans cet état de droit. Moi, je voulais dire que par rapport au droit, on ne retrouve pas la justice là-dedans. Donc il y a un fossé entre des textes de droit et tout ce qu'on veut. Mais le mot justice devient galvaudé. Ça n'a pas de sens pour nous. On nous parle de justice et on dit voilà, le droit c'est la justice. Non, le droit n'est pas la justice. C'est ça qui fait brûler le mouvement. C'est un vieux débat, Gino Rousseau, mais vous avez lancé un mouvement qui a un succès assez inattendu, si j'ose dire. En tout cas, il y a des réactions spontanées dont Bernard Franck faisait état tout à l'heure. Alors, je crois qu'on est le détonateur. Oui, vous êtes le détonateur. Bernard Franck disait c'est un mouvement qui n'est pas prêt de s'achever, risquait-il comme prospective. Mais pour cela, est-ce qu'il ne faut pas que vous vous organisiez Je crois que jusqu'aujourd'hui... Ou est-ce que vous resterez un symbole? Mais quoi que les gens pensent, nous autres, on ne s'organise pas. C'est peut-être comme disait M. Bernard Franck, nous, on est spontanés. Il n'y a rien de calculé dans ce qu'on fait. On joue le rôle de papa et de maman, et puis c'est tout. Voilà, alors on ne calcule rien. Et je crois qu'on est plus représentatif du peuple, ou de l'opinion publique ou du citoyen, que de rentrer dans des grandes conversations avec des longues phrases qui ne veulent rien dire, où il y a tout et le contraire à l'intérieur. Et tout ce discours-là, plus personne n'en veut. D'accord, mais quand je parlais de s'organiser, c'est créer des structurations, parce que finalement, quand vous voulez faire passer des textes, il y a des partis politiques qui transmettent les textes au Parlement, etc. Ils ont des députés, la plupart des partis, en tout cas je ceux qui ont du succès. Je crois que les hommes politiques comprennent très bien notre langage. On n'a pas besoin d'être compliqué. Donc, selon vous, vous allez être les guillons, quoi. La pression permanente, c'est un peu ça? Oui, notre rôle, ambition, c'est parce que M. Pétry nous demandait, mais qu'est-ce que vous voulez? Non, nous autres, on dénonce, on dit ce qui ne fonctionne pas. Et puis, c'est à eux à trouver les solutions. Moi, je ne suis pas parlementaire, je ne suis pas au gouvernement, je suis le papa de Mélissa, moi. Alors, avec mon expérience et mon statut d'ouvrier, finalement, j'explique tout ce qui ne me va pas. Et là, je mets le doigt sur tout ce qui ne va pas. Je casse la langue de bois, entre guillemets. Puis c'est à eux à trouver des solutions. C'est pas encore en plus à moi à trouver des solutions et à déposer des projets de loi et tout ce qui s'ensuit. Hein. Mais retour à vous, alors, Bernard Franck. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça va être récupéré, finalement, par le système en place et que tout redeviendra comme avant? Écoutez, j'ai longtemps travaillé sur le mouvement ouvrier et on a toujours dit le mouvement ouvrier est récupéré. Parce qu'il pouvait élire ses députés. Et on a fait les grèves générales dans ce pays pour que les ouvriers aient le droit de vote. Donc l'affaire de la récupération, c'est pas vraiment ça le problème. Il est logique que dans la situation actuelle, les personnes qui exercent le pouvoir font savoir qu'ils se préoccupent de la situation. Au début de l'émission, ici, vous avez très bien fait savoir aussi que vous étiez toujours mis en avant, parce que les médias, effectivement, une tendance à polariser, quoi. Bon, en plus, comme vous avez une parole qui est vraie,
et que ça passe très très bien la télévision, ça marque les gens, oui, ça marque les gens. Évidemment, vous êtes utilisé. Alors les autres, ils sont un peu perdus dans cette affaire, mais néanmoins, les institutions font mouvement, on s'en préoccupe. Et quand vous dites, moi, je n'ai pas à commencer à élaborer une nouvelle constitution, ou la réforme des tribunaux ou la mise en place d'une école de la magistrature, bon, encore une fois, vous êtes vrai. C'est effectivement aux responsables, élus, aux représentants de la nation, à se préoccuper du problème énorme que vous soulevez. Et s'ils n'arrivent pas à répondre à ce problème-là, alors on peut penser que ce mouvement peut s'en aller très loin, vers des composantes qui peuvent être populistes, vers les appels à la peine de mort. Mais vous serez toujours là pour rappeler au calme, je pense. Et c'est pour ça que je dirais, pour moi, tout a commencé quand vous êtes sorti du bureau du juge, après la découverte de vos enfants, quoi. Que ça a marqué profondément les gens. Et ils n'oublieront pas ça. Oui, je crois qu'en entendant monsieur Rousseau, moi je me réjouis que la Belgique a une chance infinie d'avoir de tels interlocuteurs. Parce qu'on reste dans un environnement démocratique. Et qu'il se serait fallu de pas grand-chose. Et c'est en ça que tout grand mouvement de masse est à la fois très sain, mais peut être très inquiétant. Quand M. Rousseau nous dit, voilà, moi je suis un citoyen, je suis confronté à toute une série de choses qui ne fonctionnent pas, je le dis, à charge pour les responsables politiques dans le champ démocratique d'en tirer les conséquences. Et là, je crois qu'on a un extraordinaire privilège, parce qu'il sort un autre type de discours. Et on se rend compte à quel point tout est fragile aujourd'hui, aurait pu en effet déboucher beaucoup plus vite sur des mouvements qui nous faisaient sortir du champ démocratique. Et là, je crois qu'aujourd'hui, la balle est en effet dans le camp des responsables politiques. Vous croyez, comme Bernard Franck, à la durabilité du mouvement, de la pression en tout cas? Ou comme vous analysez davantage le système politique belge, est-ce qu'il n'y a pas une capacité à l'absorption extraordinaire? Il y a une nuance entre le mouvement et la pression. Moi, je crois que ce qui jaillit aujourd'hui, c'est perceptible depuis une bonne dizaine d'années, mais de manière souterraine. Aujourd'hui, on a la partie immergée de l'iceberg est visible. Mais ce malaise, ce mal-être, ce divorce, et Dieu sait si pourtant moi je ne suis pas critique à l'égard du monde politique sur la manière d'avoir résolu les problèmes communautaires, parce que je crois qu'ils existaient vraiment. Mais c'est vrai que c'est un peu trop occulté. C'est vrai que la logique européenne fondée sur des critères de convergence, c'est quelque chose qui dissocie les responsables politiques avec très peu de moyens parfois d'ailleurs, parce qu'ils sont aussi contraints par cette logique-là, qui les dissocie d'un certain nombre d'intérêts véritables de la population. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est perceptible avec la montée de l'extrême droite qui est latente, c'est perceptible avec la montée du Vlaamse Bloc en Flandre, c'est perceptible surtout avec tous ces gens qui ont délaissé le système politique en n'allant plus voter dans un pays où le vote est obligatoire, et c'est perceptible dans une sorte de morosité ambiante. C'est au moins un mérite, c'est-à-dire qu'on est sur le fil du rasoir, mais c'est au moins un mérite, c'est que maintenant les choses se disent, les choses sortent, donc chacun est très clairement face à ses responsabilités. Il n'est plus possible de faire de la politique de l'autruche dans ce pays. Oui, Madame Rousseau. Mais voilà, oui, c'est bien ce qu'on espère. On ne veut absolument pas sortir du système démocratique pour lequel on s'est tant battu. Au contraire, on tend à plus de démocratie encore. Plus de démocratie, c'est encore une fois offrir un avenir meilleur à nos enfants. Et c'est notre seul leitmotiv finalement, un avenir meilleur pour nos enfants. Et pour ça, il faut passer par un réveil du vrai citoyen et une vigilance. C'est-à-dire qu'il a le droit de vote à partir du moment où il a le droit de vote, qu'il fasse très attention de ne pas être un client par son vote, qu'il sache exactement à quoi il s'engage quand il va voter, parce que c'est ce qui fait vraiment tourner la machine. Donc que chacun soit réveiller un peu tout le monde de façon à ce que chacun soit vraiment vigilant au moment où il va voter, parce que de son vote dépendra son propre avenir, l'avenir de ses propres enfants. Oui, alors ça c'est un appel au civisme général, si j'ose dire. Marc Ottendalo, je suis comblé par ce que dit Mme Rousseau, parce que dans ce qu'elle vient de dire, il y a le mot client. Et c'est vrai que le système de ce pays a fonctionné dans une logique marchande où tout le monde était responsable. L'homme politique offrait ses services et le citoyen considérait que l'homme politique était là pour rendre des services aux citoyens. Et il y a eu cette sorte de malentendu généralisé entre les citoyens et le monde politique qui fait que les vrais problèmes de société n'ont plus été abordés.
si ce mouvement a au moins ce mérite-là, c'est de reposer les vrais problèmes dans l'intérêt général et plus dans l'intérêt particulier. C'est-à-dire qu'à la limite, les hommes politiques cessent de faire des permanences sociales. Il y a des services publics qui doivent remplir ça. Ce n'est pas le rôle de l'homme politique. Et qui se saisissent des vrais problèmes de société et les règles. Mais je crois qu'on aura fait un pas considérable et que l'inquiétude que j'ai aujourd'hui, je ne cache pas, sera dissipée par ce passage de l'intérêt individuel particulier à une réinvention de l'intérêt général et collectif. Et ça, je crois que c'est le véritable enjeu. On va revenir à l'actualité peut-être. Madame Russo, il nous reste 30 secondes. Peut-être un mot, la manifestation de demain. Peut-être vous souhaitiez dire quelque chose, Madame Lejeune. Oui, enfin, on tient absolument à ce que cette marche remette l'enfant la priorité dans la société. En fait, elle a souvent été oubliée dans toutes les institutions. C'est l'enfant la priorité. Et on veut donc pour nos enfants, pour tous les enfants, que cette marche se passe dans le plus grand calme, la sérénité, la dignité, avec le blanc, la couleur de l'enfance, de l'innocence. L'enfant, enfin. Merci, madame. Bonne journée.